Alors oui, nous traversons une crise. Oui, il y a bien un avant et un après l'intelligence artificielle. Oui, cela peut être tout autant fascinant que terrifiant. Et oui, nous pourrions discuter de tous les bouleversements apportés par ce nouvel outil, dans le travail, dans l'industrie musicale, dans le domaine des arts appliqués, de la communication visuelle, et encore dans notre rapport aussi à la vérité. Oui, nous pourrions tout à la fois nous enthousiasmer et nous apeurer de tous les changements et trembler, rien qu'à l'idée que tout va changer et que tout a déjà changé et que plus rien ne sera comme avant. Oui, nous le pourrions, et ce faisant peut-être, croirions-nous que nous discutons de quelque chose d'unique, d'un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Peut-être croirions-nous que nous sommes en train de parler de quelque chose d'extraordinaire, de l'événement qui transformera assurément notre humanité. Et sans doute aurions-nous raison, ou du moins pas tort. Car en effet, ce n'est pas rien, une machine qui défie l'homme, n'est-ce pas ? Une machine qui se hisse à sa hauteur et même le surpasse, sans commune mesure dans ses performances. Ce n'est pas rien, la remise en question de notre hégémonique intelligence. Ce n'est pas rien, certes, mais est-ce nouveau ? L'homme ne s'est-il pas toujours vu en démiurge capable d'inventer des machines toujours plus performantes et même d'oser imaginer faire des machines à son image, se posant comme un dieu de la création face à sa créature ? Sam Altman, le docteur Frankenstein 2.0 ou 4.0. L'homme vit-il finalement aujourd'hui quelque chose qu'il n'a encore jamais connu ? Certainement, c'est notre question. En 1907, dans l'Évolution créatrice, Bergson écrivait ceci. 1907. En ce qui concerne l'intelligence humaine, on n'a pas assez remarqué que l'invention mécanique a d'abord été sa démarche essentielle, qu'aujourd'hui encore, notre vie sociale gravite autour de la fabrication et de l'utilisation d'instruments artificiels, que les inventions qui jalonnent la route du progrès en ont aussi tracé la direction. Nous avons de la peine à nous en apercevoir parce que les modifications de l'humanité retardent d'ordinaire sur les transformations de son outillage. Nos habitudes individuelles et même sociales survivent assez longtemps aux circonstances pour lesquelles elles étaient faites, de sorte que les efforts profonds d'une invention se font remarquer lorsque nous en avons déjà perdu de vue la nouveauté. Un siècle a passé depuis l'invention de la machine à vapeur, et nous commençons seulement à ressentir la secousse profonde qu'elle nous a donnée. La révolution qu'elle a opérée dans l'industrie n'en a pas moins bouleversé les relations entre les hommes. Dans des milliers d'années, quand le recul du passé n'en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de choses, à supposer qu'on s'en souvienne encore, mais de la machine à vapeur. Avec les inventions de tout genre qui lui font cortège, on parlera peut-être comme nous parlons du bronze ou de la pierre taillée. Elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber. En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils et d'en varier indéfiniment la fabrication. Alors, c'est une longue citation, mais qui fait tellement écho à notre préoccupation révolutionnaire face à l'IA. Alors, nous sommes tous des homo faber. Bergson choisit ce terme pour définir la manière avec laquelle notre intelligence, depuis la nuit des temps, tend à s'incarner. Notre intelligence se révèle par les outils qu'elle nous amène à créer. Affirmer que nous sommes des homo faber, c'est affirmer que nous sommes des êtres intelligents, sapiens, mais que de surcroît, cette intelligence est productive. Ce sont les produits de cette intelligence qui marquent notre passage sur Terre depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Bergson semble affirmer également que les inventions de notre intelligence apparaissent toujours comme des révolutions qui marquent, à chaque fois, et qui marquent un avant et un après. La machine à vapeur, la roue, la poulie, le téléphone, Internet, et maintenant l'IA, l'intelligence artificielle. Devons-nous frémir d'avoir en face de nous dorénavant une création d'outils qui,
au lieu de changer de degré dans son évolution, change ou changerait de nature. Parce qu'il ne s'agit pas d'une machine un peu ou même beaucoup plus performante, ou perfectionnée ou productive. Il s'agit d'une machine qui peut prendre ma place sur le terrain de l'intelligence. L'homme a-t-il enfin créé sa créature, Dr Frankenstein? Là réside sans doute notre sentiment que cette fois-ci c'est différent. Que là, il se passe vraiment une crise et que, pour de vrai, rien ne sera plus comme avant. Alors, attendons peut-être juste un peu avant de s'emballer, suspendons un peu notre élan avant de ressentir cette révolution remarquable. Premier bémol, il est peut-être à croire que chaque être humain croit ou vit de manière réelle une révolution, une crise. Chaque être humain, durant sa vie, pense, ressent le fait de vivre et de participer à une crise de l'humanité. Et chaque être humain traverse et vit une crise de l'humanité. Premier petit point. Deuxième point. Ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas de dire non, ne craignez pas l'IA, non, ne faites pas, cette invention n'a rien de révolutionnaire et elle n'est pas plus révolutionnaire qu'une autre. Non. Ce que j'essaye de proposer aujourd'hui avec ce thème d'Homo Faber, c'est de peut-être se dire que l'on peut faire un pas de côté, le pas du philosophe, et que peut-être que l'arrivée de l'IA et de son perfectionnement est grave, peut-être, dangereux, peut-être, mais quelle machine ne l'est pas? Même la voiture est puissante et donc dangereuse. Ici, mon propos est juste d'essayer de jouer le jeu de la retenue face à la peur, de la mesure face à la fascination enthousiaste ou craintive, et d'essayer de voir si cet élan presque naturel qui nous amène à avoir le sentiment de vivre une révolution dans le domaine de l'intelligence, et donc dans le domaine de la fabrication d'outils, pour suivre la catégorisation de Bergson, ne serait pas finalement le propre même de l'Homo Faber, de l'homme intelligent. Et l'Homo Faber aurait ceci de caractéristique qu'il serait fasciné par sa créature au point d'en avoir peur. Car oui, cette fois, nous parlons de la création d'une intelligence. Oui, mais l'intelligence, reprenons Bergson dans le texte, s'applique à une invention mécanique. C'est ce qu'il dit au début du texte. L'intelligence est celle, et c'est ce que dit Bergson de manière générale dans toutes ses œuvres, l'intelligence est celle qui découpe le monde, et qui me permet de découper le monde qui m'entoure comme une machine débite des tronçons de bois ou des morceaux de viande. L'intelligence nous rend très puissants. Elle nous rend maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre un autre philosophe. Elle nous rend maîtres et possesseurs de la nature dans ce qu'elle a d'exploitable. D'exploitable, oui, comme le sont les données d'ailleurs que les entreprises, les grands groupes traquent comme des denrées précieuses, les fameuses data, pour nourrir, pour alimenter nos fameuses IA. Et c'est cette intelligence qui fait que nous vivons dans un monde qui nous est commun, à nous tous. C'est parce que nous sommes intelligents aussi que nous avons créé un langage que nous partageons suivant notre culture, suivant notre époque, etc. Et ce langage est, ce que dit aussi Bergson, notre manière de découper le monde pour que notre manière de vivre ensemble soit la plus pratique, la plus fluide possible. Par exemple, ici, je sais que ça s'appelle une table, que le sol s'appelle un sol. Je n'ai pas de mot, parce que ça n'est pas très utile, qui dit table-sol. On peut l'inventer, on peut devenir artiste, mais on fait autre chose dans ce cas-là. On n'a pas en France une vingtaine ou une trentaine de mots pour dire neige. Il neige une fois 2 jours l'an, il suffit de dire ça neige, ça gèle, et on arrive à se comprendre, et on vit en harmonie plus ou moins avec notre monde. Mais ce que dit Bergson, c'est qu'en fait le langage, ce sont des étiquettes posées sur les choses, et que notre intelligence nous rend capable de découper le monde qui nous entoure. Un des grands thèmes de Bergson, c'est aussi de dire que c'est cette même intelligence qui nous a permis de découper le temps pour mieux le maîtriser. Et c'est pratique. Tous ici, nous savions que cette petite présentation avait lieu à 16h55. Et même si votre présence ici est hasardeuse ou fortuite ou chanceuse ou je ne sais, je présume quand même, sans trop m'avancer, que vous savez ce que représente 16h55. La grande aiguille sur le 11 et la petite tout près du 5. Ou mieux encore, c'est écrit comme sur l'horloge digitale, 1, 6, 2 points ou H,
5, 5. Mais quelle étrangeté, ça. Que cela peut-il bien vouloir dire 1, 6, H, 5, 5 1, 6, H, 5, 5. Demandez à cet homme préhistorique dont parlait Bergson. Cela lui semblerait peut-être une chose complètement abstraite, folle, inexistante, venue d'ailleurs, inimaginable, incompréhensible, etc. Et pourtant, quoi de plus banal, quoi de plus commun et ordinaire qu'un horaire, n'est-ce pas ? Mais alors, d'où vient ce décalage ? Sommes-nous tellement plus intelligents que cet homme des cavernes ? Ou que n'importe quel autre homme ou quel autre peuple qui n'aurait pas l'heure, qui n'aurait pas le 16, 1, 6, H, 5, 5 ? Peut-être pas, n'est-ce pas ? Les calendriers ont varié, les manières de découper les saisons ont évolué, mais est-ce que cela fait de nous des hommes plus ou moins intelligents, au sens commun du terme, comme s'il était possible d'établir une hiérarchie sur l'échelle de la performance de l'intelligence, suivant notre manière de nous représenter le temps, par exemple ? Je ne suis pas certaine qu'un Trump, avec sa montre et sa Tesla, soit plus intelligent qu'un Toutankhamon avec son cadran solaire et ses felouks. Bateau sur le Nil. Notre intelligence, dans ce qu'elle a d'extrêmement performant et qui nous apporte le progrès technique et pratique, et dont les productions marquent l'histoire, ne nous définit pas individuellement, les uns par rapport aux autres. Car être capable techniquement de réaliser une tâche ne révèle en rien qui je suis. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'une machine peut le faire à ma place. Mais est-ce pour autant qu'elle prend ma place ? Pour me remplacer, il faudrait être moi, il faudrait faire à ma manière. Ce qui me caractérise, c'est mon style, dira Nietzsche. Et d'ailleurs, il le dit dans un aphorisme très important dans le Gai Savoir, qui est l'aphorisme 290, quand il dit « Une chose est nécessaire, donner du style à son caractère ». Et il enjoint chacun d'entre nous à composer notre propre personne avec nos défauts. Et il dit en est capable celui qui embrasse ce que la nature a de force et de faiblesse. Et donc vous allez composer votre propre personnalité avec un peu de mauvaise foi à tel endroit, un peu, voilà, vous composez votre personne. Et il faut le faire, c'est ce que dit Nietzsche, il faut le faire parce qu'il faut être content de soi. Et pour être content de soi, il faut poétiser sa vie au moyen de tel ou tel art. C'est ce à quoi nous enjoint Nietzsche. Aussi, composer sa personnalité, devenir une personne et non pas une intelligence qui exécute, aussi performante soit-elle. Il y a un film de 2013, un film visionnaire, 2013, de Spike Jonze, qui s'est attelé à illustrer la relation qu'un homme pourrait entretenir avec une intelligence artificielle. Ce film, c'est Her, avec Joaquin Phoenix. Dans ce film, alors j'aurais pu vous montrer plusieurs extraits, je vais en choisir qu'un, qui va être le dernier sur lequel on va s'arrêter. Il y a des points qui font vraiment extrêmement écho au texte de Bergson. Par exemple, on voit bien que cette intelligence artificielle est très très douée dans tout ce qui est mécanique. Dès le début, elle va trier tous les mails, elle va rendre la vie extrêmement pratique, plus dans toutes les tâches administratives ou qui peuvent être fatigrantes. Il y a un autre extrait que j'aurais pu vous montrer, mais que je vous laisserai regarder le film, qui est très intéressant, parce que la relation va avoir lieu entre Joaquin Phoenix et cette intelligence artificielle, dont la voix est celle de Scarlett Johansson en anglais. Et où c'est admis par la société qu'on puisse avoir des relations amoureuses avec des intelligences artificielles. Et donc Joaquin Phoenix sort de manière officielle avec cette intelligence artificielle et il se retrouve avec un couple d'amis, comme deux couples d'amis pourraient sortir. Et les femmes, entre guillemets, discutent entre elles. Et je sais plus, la femme incarnée, la vraie femme, parle de ses pieds, de son corps, etc. Et l'IA va se mettre à dire qu'elle est très heureuse de ne pas avoir un corps. Parce que si elle avait un corps, elle ne pourrait pas se développer autant. Elle serait limitée par ce corps. Et on voit alors tous les êtres humains de blêmir un peu et l'IA s'excuser d'avoir osé dire ça. Et on pourrait parler longuement de qu'est-ce que c'est que cette incarnation, que cette finitude qui fait aussi peut-être tout le sel de notre humanité. Mais la porte est tellement grande ouverte que je vous la laisse franchir et continuer le chemin. Dans La pensée et le mouvant, Bergson dit cette chose-là, qu'il existe deux manières de comprendre les choses, soit d'un point de vue extérieur,
et donc on comprend les choses d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'on reste au relatif, soit la deuxième manière de comprendre les choses, c'est en étant en sympathie avec elle, et d'un point de vue absolu. C'est quand on entre en elle. Et la vraie question qui nous taraude, nous, est de savoir si cette IA, une IA, peut prendre notre place, nous connaître si bien qu'elle pourrait nous piéger, nous rendre stupides, accélérant ce que l'on nomme déjà aujourd'hui comme une prolétarisation de la pensée. C'est le fait de perdre nos capacités cognitives pour accomplir une tâche puisque la machine le réalise à ma place. Or, cette connaissance que l'IA a de moi ou de nous, et elle est très appliquée, ils savent tout de nous, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., c'est une connaissance qui me tourne autour, c'est une connaissance relative. L'IA n'est pas encore métaphysique. Seule Samantha, l'IA amoureuse de Joachim Phoenix, atteint cette dimension métaphysique. Mais elle est le fruit de l'art. Elle est une poétisation. Elle est la production d'un esprit intuitif. C'est un personnage, Samantha, et non la production d'une intelligence analytique. Alors pour conclure, l'homo faber est-il en péril ? Eh bien oui, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux car il n'est au mieux qu'une partie de nous. Nous sommes tous des homo faber. Nous sommes tous intelligents, mais l'homo faber est surtout cette partie de nous qui, tel un avatar de nous qui sommes réellement et pleinement, cet avatar incarne ce que nous devons être dans le monde pour rester connectés les uns aux autres, comme dit la pub, connecting people, n'est-ce pas ? Connectés, oui, mais en lien, c'est mieux. En sympathie, dirait Bergson, dans ce rapport absolu et plein aux choses et aux êtres. Alors, soyez sympas, parce que c'est ce qui caractérise notre humanité. Merci beaucoup.